suis Monsieur Prémisler, donc je fais depuis très très longtemps des recherches généalogiques du côté de mon père. Il est né le 23 octobre 1894 à Ladigine, donc Russie à ce moment-là, donc était tsariste. Ça se trouve où, la Digine? Donc c'est aux environs de la mer Noire. Oui. Il est parti donc autour de 1913-1914. Donc, et surtout à ce moment-là, donc il y avait des persécutions, d'après ce que j'ai pu comprendre. Jean-Paul Prémisler nous avait entendu l'été dernier et il nous a écrit une carte postale. Je suis d'origine russe, mon grand-père était juif de Ladigine près de la mer Morte. La ville n'existe plus, il a fui car il y avait des pogroms, mais ça reste une énigme pour moi. Jean-Paul est venu avec nous aujourd'hui et il est arrivé avec ses questions et ses documents sous le bras. Nous sommes dans l'Empire russe au début du XXe et il s'agit de remettre de l'ordre dans les dates pour essayer de démêler l'histoire de sa famille. Quel a pu être le parcours de ce grand-père Ovitchy Prémisler entre l'Ukraine et la France? L'historienne Catherine Goussef procède par hypothèse. C'est donc une famille juive qui habitait cette fameuse zone de résidence de l'Empire russe, Oui. qui au fond était assez importante et qui reprenait tous les pourtours de la Russie. Alors vous dites quand même qu'il est... Parce que d'après son nom qui est Prémisler, qui pourrait être... donc qui était francisé à la frontière quand il a émigré. Qui viendrait d'où, Catherine Goussef ? Qui viendrait donc, à l'heure actuelle, c'est une des villes du sud-est de la Pologne, qui à l'époque était au sein de l'Empire russe. Donc ça pourrait être en réalité, peut-être qu'ils se sont par la suite installés au bord de la mer Noire, mais originellement ils seraient plus dans les terres, disons. Et donc la dernière grande vague de départ des Juifs de Russie, c'était autour de la révolution de 1905 qui a réactivé d'importantes violences antisémites et qui a donc marqué aussi une vague d'émigration très, très importante. Mais les persécutions, est-ce que c'était des exécutions ? Enfin, qu'est-ce qu'on entend par persécution au début du siècle en Russie ? Des pillages, des gens blessés, et puis de toute façon, une situation, les Juifs ne jouissaient pas des pleins droits dans l'Empire, donc il y avait de toute façon une situation de discrimination de fait, de droit, et qui prenait des proportions plus ou moins extrêmes selon les conjonctures du moment, qui ont pu être particulièrement radicales. Qu'est-ce qui a été transmis dans votre famille par rapport à cette époque ? Que fait votre grand-père à Ladigine ? On est au début du XXe. Quelle vie il a ? Ils faisaient de l'artisanat, c'est-à-dire ils étaient fourreurs, ils faisaient des chapkas, mais apparemment, toute la famille travaillait à faire la confection de fourrures. Donc, est-ce que ces Juifs, au début du siècle, ils étaient mélangés aux autres membres de la population ? Est-ce qu'ils vivaient dans des quartiers séparés, Catherine Goussef ? Non, il y avait une très forte ségrégation. Il y a eu des villes et des phénomènes d'assimilation, par exemple à Odessa, où effectivement il y a eu des quartiers, il y a eu un phénomène aussi d'embourgeoisement de certains membres des communautés juives, et à ce moment-là aussi une sortie, on peut dire, des ghettos, mais la ségrégation était très forte même jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui en fait a conduit de facto à l'abolition de la zone de résidence et donc à l'arrivée massive des Juifs dans les villes du centre de la Russie. Est-ce que ce qu'a vécu la famille de M. Prémisler, est-ce qu'ils sont nombreux comme ça à avoir quitté l'Ukraine dans ces années-là, au début du XXe ? Oui, très nombreux, oui. À la veille de la Première Guerre mondiale, il y a 35 000 Russes qui sont enregistrés en France, dont on peut considérer qu'à peu près 75% sont des Juifs russes. Les pogroms, il y en a au moment de la Révolution russe en 1905, la première Révolution russe. Mais ce n'est pas nouveau, il y en a déjà au cours du 19e siècle. Et toujours la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une famille part ? Soit c'est la réalité d'une menace, mais il peut y avoir aussi un deuxième scénario qui serait justement l'impossibilité
une fois installés, avec un commerce qui a pu être déjà assez développé, l'impossibilité, par exemple, pour les enfants de faire des études supérieures et d'avoir des conditions d'intégration normales. Et ça a été une raison assez importante de l'émigration. En quittant l'Ukraine dans les années 1905, est-ce que le temps d'arriver en France aussi, quel est le trajet? Parce que peut-être que ça ne s'est pas fait en un seul mois. Ah oui, Quel ça, était un bien peu le sûr. trajet de ces migrations? Elles ont été, il y a eu beaucoup de trajets différents, mais disons que ce sont les grandes migrations transatlantiques qui ont en fait dressé les principales voies de passage par l'Europe. Donc l'immigration juive de Russie est passée pour beaucoup après l'installation des lignes de chemin de fer par Varsovie. Et puis il y a eu une première voie migratoire vers l'Allemagne du Nord. Et par la suite, c'est plutôt la Grande-Bretagne qui est devenue une des grandes voies d'émigration des Juifs. Et donc, toute la traversée, on peut dire, du vieux continent via Paris. Et donc, aussi, au départ, une immigration qui était destinée à partir vers le Nouveau Monde et s'est en fait installée dans les différentes capitales d'Europe. C'était le cas de votre grand-père? Oui, Il voilà, voyait, il exactement, avait parce que- l'American oui, Dream déjà? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une partie de ma famille, donc Prémisler, qui habite aux États-Unis à présent. Moi, mon grand-père partait aux États-Unis. Et donc, il a rencontré ma grand-mère, donc ce qui a retardé et ce qui a compromis en fait le départ aux États-Unis. Jean-Paul connaît des bribes de son histoire. Il sait que sa famille vient de Russie, mais le passé a été lessivé par le silence qui a entouré les pogroms. Une chose est sûre, Ovichi a 20 ans en 1914 quand il s'engage dans la Grande Guerre et il obtient la Légion d'honneur. D'ailleurs, Jean-Paul a une copie de ce document militaire, un document très précieux qui lui permet de faire revivre son grand-père. En définitive, il s'est tout de suite engagé dans la Légion étrangère pour combattre donc l'Allemagne. Il a pu effectivement oui, s'engager tout à fait. volontairement, ce qui était le cas, je crois. Oui, tout à fait, absolument. Premier régiment étranger d'infanterie, 19e corps d'armée. Mémoire de proposition pour chevalier de la Légion d'honneur. Nom, Prémisler. Prénom, Ovichi. Date et lieu de naissance, 23 octobre 1894 à Ladigine, Russie. Date de l'entrée au service, 22 août 1914. Grade, légionnaire 2e classe. Numéro de matricule, 26 318. Classe, 1914. Emploi occupé pendant la mobilisation. Fusil et voltigeur du 24 août 1914 au 26 août 1916 contre l'Allemagne en guerre. Temps passé en activité de service, y compris période d'instruction et temps de mobilisation, 2 ans et 1 jour. Blessure de guerre. Blessé le 9 mai 1915 par éclat d'obus. Blessé le 11 mars 1916 à 13h05, section main droite et blessure au visage et main gauche par éclat de grenade. Invalidité 80%. Il a été naturalisé à quel moment, votre grand-père? Il a été donc blessé et ça s'est fait. Donc, il a eu la médaille militaire, donc décoré de la Légion d'honneur et naturalisé après la guerre, donc en 1918, donc au moment de la paix. Est-ce que cette naturalisation était effectivement donnée comme un mérite pour ces étrangers, ces juifs arrivés d'Ukraine? Je suis pas sûre qu'on puisse le dire de cette façon-là. Je crois qu'il y a eu beaucoup de vagues de naturalisation juste après la Première Guerre, comme il y en a eu aussi beaucoup juste après la Seconde Guerre mondiale, comme une façon d'intégrer quand même ce qui était des vagues d'immigration qui étaient déjà considérées en fait comme des vieux immigrés, par opposition justement aux nouvelles vagues qui sont arrivées juste après la Première Guerre mondiale. Naturalisé français par décret du 7 juin 1918, numéro 16 87 0 X 14. Résidence actuelle, 21 rue Beau Séjour, Sarcelles. L'installation en France, la perte du yiddish en arrivant ici, c'était une manière de vouloir s'intégrer à tout prix pour ces communautés juives de Russie qui débarquent au début du siècle, Catherine Boussef. Il y en a qui ont appris le français, il y en a d'autres qui sont restés au yiddish. Il y a eu ce fameux Yiddishland à Paris qui a été assez important.
dès le début du siècle et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui était un phénomène très important. Mais ce que j'avais envie de vous demander, c'est alors donc, vous disiez que c'était une famille de fourreurs. Est-ce qu'ils ont continué, enfin ils ont repris cette activité ils ont continué en un France? petit peu à Paris, donc du coup, dans le 20e arrondissement. Mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. La France les a accueillis vraiment les bras ouverts, hein, Catherine Goussef. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu une période de crispation tout à fait à la fin du siècle. On a essayé un peu de limiter les vagues d'immigration, mais au fond, ça a été assez bref. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, une immigration spontanée qui n'a pas été encouragée, mais en tous les cas qui n'a pas été dissuadée dans sa venue en France. Et c'est ce noyau autour du 20e arrondissement qui va beaucoup se développer au lendemain de la Première Guerre. Alors là, vous nous avez apporté une photo d'époque, Oui, tout à fait, joliment absolument. encadrée. Voilà, exactement. Qui est-ce qu'il y a sur cette famille? Donc, il y a ma grand-mère. La photo a été prise dans les années 20. Donc, et mon grand-père, donc, qui est amputé, et on ne le voit pas trop, c'est sa femme qui cache son amputation. Donc, il est en bretelles, et puis les pantalons qui montent haut. Donc, mon père... il a une cravate, des bretelles, et puis c'est un pantalon court. Quand on voit cette photo, Oui. Jean-Paul Prémisler, Oui. on se dit que peu de temps après leur arrivée, en fait, là, ils ont l'air de vivre plutôt bien. Enfin, Oui, ils ont tout à fait, refait leur vie absolument. assez Oui, facilement, alors qu'ils arrivent oui. avec pas un copec en poche. On peut simplement, quand même, effectivement, au vu de ce pavillon, de cette... même la façon dont on est pris cette photo d'une famille déjà bien installée, etc., effectivement, imaginer que c'est une intégration qui a été assez rapide. Oui, tout à fait, Enfin, en tout cas, absolument. Oui, absolument. on en a beaucoup de témoignages sur Oui. cette époque-là, de personnes qui, même étant arrivées en France depuis 10 ans ou moins, Et puis en plus, les enfants étaient quand même très, très vite scolarisés. Il y a eu un phénomène comme ça, une volonté aussi très forte d'intégration. Et puis en plus, ayant combattu aux côtés des Français, donc ça fait quand même pas mal de choses qui font que l'intégration est quand même beaucoup plus grande. Et sur notre site, vous trouverez la photo de la famille de Jean-Paul dans les années 20. Elle pose devant ce pavillon de Sarcelles, signe de leur intégration. Merci beaucoup à Catherine Goussef. Elle vient de publier L'exil russe 1920-1940, Histoires européennes et trajectoires françaises aux éditions du CNRS.